Donc l'exercice 1, il demande on a deux référentiels, donc un immobile et un mobile. Nous, on se place dans le référentiel qui est mobile. C'est le référentiel mobile, c'est S. Et donc il y a S' qui a une vitesse d'entraînement donc qui va se déplacer en fait. Et il y a deux masses dans M1, donc M1 et M2 qui sont dans S, qui se déplacent à des vitesses V1 et V2. Et puis, après collision, donc elles vont rester collées. Et donc elles ont des caractéristiques chacune. Et en fait, dans le cours, il y a écrit qu'il y a un principe de conservation. Donc ça veut dire, lorsque plusieurs masses sont en mouvement, donc l'état avant collision ou l'état après collision aura la même quantité de mouvement. Et la quantité de mouvement, c'est la formule donc P égale M fois V. Donc là, si on applique ça dans notre cas, on a deux masses, donc M1 et M2 qui se déplacent chacune à une vitesse V1, V2. Donc la quantité de mouvement totale de ce système, c'est P égale M1 fois V1 plus M2 fois V2. Donc c'est la formule de quantité de mouvement P égale MV. Et puis à l'état 2, ces deux boules, ces deux masses vont se fusionner. Leur masse sera M1, donc elles auront une masse de M1 plus M2, et une vitesse V3. Donc la quantité de mouvement, ça serait M1 plus M2 fois V3. Et donc là, comme je vous ai dit, on va appliquer la formule de quantité de mouvement, donc qui dit que M1 V1 plus M2 V2 va être égal à la quantité de mouvement à l'état d'après, donc c'est-à-dire M1 plus V1 fois V. Enfin M1 M1 plus M2 pardon, fois V. Et donc ça, lorsqu'on applique, ça fait que M1 c'est 8, c'était écrit la donnée, la boule 1, enfin la masse 1 elle a une masse de 8, une vitesse de 5, donc ça fait 8 fois 5, plus les caractéristiques de la masse 2, donc qui a une masse de 2 kg et une vitesse de 1, donc plus 2 fois 1, et la somme des deux masses, donc ça fait 8 plus 2, fois la vitesse V3. Et donc là, ce qu'on fait, c'est simplement, on va calculer donc, le membre à gauche, et puis on va diviser ça par 10. C'est juste, on divise tout de chaque côté par 8 plus 2, donc ça fait que le calcul c'est 5 fois 8 plus 1 fois 2 divisé par 10, ce qui fait 4,2 mètres par seconde. C'est la vitesse V3. Puis, donc ça c'est la vitesse dans chaque référentiel. Donc là on s'est placé dans le référentiel qui était immobile. Car pour le référentiel immobile, les balles elles vont juste se déplacer à une vitesse. Et puis dans le référentiel mobile, là on a d'un côté le référentiel qui bouge, et d'un autre côté les, les ensembles de masses qui vont bouger. Donc ici, si par exemple nous on est dans une voiture, et ben qu'on voit une mouche voler par exemple, la mouche elle va pas faire la vitesse de la voiture, ou plus la vitesse vu qu'elle avance. Ça va être juste deux vitesses dans deux référentiels différents. Et donc ici la masse par rapport au référentiel donc la masse totale par rapport dans le référentiel pardon, qui bouge, c'est c'est juste la vitesse moins la vitesse du référentiel. Et du coup, c'est 4,2, donc la vitesse de, la vitesse des deux masses, à laquelle on soustrait la vitesse du référentiel. Donc dans notre référentiel, donc dans le référentiel qui se déplace, donc S', les deux masses ont une vitesse de 2,2 mètres par seconde. C'est juste que, comme on se déplace aussi, la, les deux masses ont une vitesse plus petite dans notre référentiel. Ensuite, donc l'exercice 2, il demande un vaisseau spatial de longueur 40 mètres au repos paraît avoir une longueur de 20 mètres une fois en mouvement. Quelle est sa vitesse? Ici, il faut bien comprendre que lorsque on a une distance dans un mouvement, dans un référentiel qui bouge, en fait, la distance, elle va pas forcément être la même. On a donc une formule qui est donnée dans le cours qui est L, donc la longueur dans le nouveau référentiel, c'est égal à L0, donc qui est la longueur dans le référentiel immobile, divisé par gamma. En fait, gamma, c'est juste une, une constante qui dit à quel point, quand on se compare un objet dans deux référentiels différents, à quel point les référentiels sont différents. Et donc le calcul de gamma, c'est 1 sur racine de 1 moins bêta au carré.
et bêta, c'est le rapport de la vitesse par rapport à la vitesse de la lumière. En fait, c'est juste à quel point un objet est proche, à quel point la vitesse d'un objet est proche de celle de la lumière. Et donc ici, on va se servir de la formule L égale L0 sur gamma. On va juste l'appliquer en fait. Avec L, donc c'est ce qu'on cherche. Non, pardon, L, on l'a. L et L0, on les a. Donc L, c'est 40. Non, c'est 20, pardon. Et c'est ça, L, c'est 20. Et L0, donc c'est 40. Car on sait que... Oula. On sait que dans L0, donc il a une longueur de 40, et que dans le nouveau référentiel, il a une longueur de 20. Et nous, ce qu'on veut, donc, c'est sa vitesse. Donc pour ça, on va chercher gamma. On va faire L égale L0 sur gamma, donc gamma égale L0 sur L. Donc gamma égale L0, c'est 40, sur L, c'est 20. Et puis, donc une fois qu'on a gamma égale à 2, on peut réutiliser la formule de gamma, donc qui est gamma égale 1 sur racine de 1 moins bêta carré. Et là, nous, ce qu'on veut, on cherche bêta. Et donc pour ça, bah, déjà, il faut supprimer la racine carrée. Donc on met tout au carré. Donc en faisant gamma carré égale 1 sur 1 moins bêta carré. Ensuite, on sait que gamma, c'est 2. Donc gamma au carré, ça fait 4, forcément. Puis, on va multiplier partout par 1 moins bêta carré. Du coup, ça fait qu'on obtient, et on va diviser par 4, pardon, de chaque côté. Donc ça fait qu'on a 1 moins bêta au carré, c'est ici à ce niveau-là, on fait 1 moins bêta carré, égale 1 quart. Donc ça fait que bêta carré, c'est 1 moins 1 quart multiplié par moins 1, c'est à ce niveau-là. Et 1 moins 1 quart, ça fait 3 quarts. Donc ça fait que bêta, c'est la racine de 3 sur 2. Et comme on sait que bêta, c'est V sur C, du coup, ça fait qu'on a V sur C qui égale à racine de 3 sur 2. Et donc V, c'est racine de 3 sur 2 fois la vitesse de la lumière. Ce qui fait à peu près racine de 3 sur 2, ça fait vraiment 0,86. Donc l'objet est à 86% de la vitesse de la lumière. Donc pour l'exercice 3, on a un référentiel S' qui se déplace à une vitesse E égale racine de 3 sur 2. Donc ça, c'est sa vitesse par rapport au référentiel S. Donc ça fait qu'encore une fois, on a un référentiel qui est immobile et un référentiel qui, lui, est mobile, dont la vitesse est racine de 3 sur 2 fois C. Et donc on a un passager qui est situé en position donc X dans le référentiel S', donc dans le référentiel qui bouge, il est en position 0. Et donc nous, on veut, quelle est la valeur? Nous, on veut convertir une seconde donc entre les deux référentiels. Donc on veut passer une seconde entre le référentiel S' et le référentiel S. Et donc pour ça, on va utiliser encore la formule. Donc c'est le même principe que la formule avec les longueurs. Là, c'est T égale gamma fois T'. Donc ça permet de connaître un temps donc, entre un référentiel immobile et un référentiel qui est mobile et dont la vitesse est proche de la vitesse de la lumière. C'est un principe de relativité restreinte, donc il dit que, en fait, c'est pas très intuitif, mais quand on a un référentiel qui se déplace très vite, le temps est dilaté et en fait le temps perçu va être différent du temps réel. Donc bah, là, c'est la formule qu'on va appliquer, c'est T égale gamma fois T'. Donc on sait qu'on a V qui égale la racine de 3 sur 2, et nous, ce qu'on veut, c'est la valeur d'une seconde. Donc d'abord, on va calculer donc V, donc on sait que V, c'est racine de 3 sur 2 fois C, et comme bêta, c'est V fois C, bah, ça fait que bêta, c'est racine de 3 sur 2, on va diviser par C de chaque côté. Ça nous permet d'obtenir gamma, et donc gamma, c'est 1 sur racine de 1 moins bêta carré. Donc bêta, on l'a calculé, c'est racine de 3 sur 2. Racine de 3 sur 2 au carré, ça fait 3 quarts, comme racine de 3 au carré, ça fait 3, et 2 au carré, ça fait 4. Donc si on applique, ça fait juste 1 sur 1 moins 3 quarts. Du coup, ça fait 1 sur racine de 1 quart, ce qui fait 2. Et donc, bah, comme on a gamma, on a une seconde, et nous, on veut obtenir une seconde dans le référentiel immobile. Bah, on fait juste 2 fois une seconde. Ça fait 2 secondes. Donc, en fait, on voit bien que une seconde dans un référentiel qui est très rapide, dont la vitesse est très proche de la vitesse de la lumière, va en fait paraître 2 secondes pour un référentiel qui, lui, est immobile. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler
de cette loi, c'est une loi sur les jumeaux, donc qui dit que si on a un jumeau qui est sur la Terre et un autre jumeau qui est dans l'espace et qui va très vite, bah le jumeau qui est sur la Terre va beaucoup plus vite que le jumeau qui est dans l'espace. Et donc, ça c'est bon pour l'exercice 3, maintenant on va passer au 4. Et ici on a un référentiel inertiel, donc S', qui ici encore une fois se déplace à une vitesse de racine de 3 sur 2c par rapport au référentiel S qui lui est immobile. Et ensuite là, dans le référentiel qui bouge, on a une barre. Donc la barre elle a pour coordonnées 10 et 2. Et donc nous on veut savoir quelle est la longueur de la barre par observateur placée dans le repère S. Donc s'il mesure les barres au même moment. Donc là, cet exercice, si on était juste dans le référentiel S qui ne bouge pas, on aurait tendance à dire que la longueur de la barre, en fait, c'est 8, c'est juste 10-2. Et donc, sauf que, comme je vous l'ai dit, ici, comme on est dans un référentiel qui se déplace très vite, toutes les distances sont dilatées, sont modifiées. Et donc, on réutilise la relation L, qui est égale à L0 sur gamma. Donc ici, je vous ai fait un exemple. On mesure les deux points et on les mesure au même moment. Donc AT égale à T, le même T en fait. Et donc on fait L égale L0 sur gamma. Gamma, on sait que c'est 1 sur racine de... c'est 1 sur racine de 1 moins bêta carré. Donc ça fait L0 sur 1 sur racine de... enfin, racine de 1 moins bêta carré. Donc on va multiplier en haut et en bas par racine de 1 moins bêta carré. Donc ça fait qu'on a L égale L0 fois racine de 1 moins bêta carré. L0, on sait que c'est la longueur dans le repère. La longueur dans le repère, c'est 8. Sauf que ici, comme on change de référentiel, il faut utiliser gamma. Donc, ça fait que on fait 8 fois racine de 1 moins 3 quarts. Ça fait 4. Donc, ça veut dire que notre barre, dans le référentiel qui est immobile, la barre est plus petite que dans le référentiel qui se déplace très vite. J'ai une Ouais, question. ouais, vas-y. Plus on va vite et plus ça se raccourcit, du coup, c'est ça, hein? Là, la distance, non, justement, la distance, dans le référentiel où ça va vite, elle était grande, elle faisait 8. Et dans le nouveau référentiel, elle fait 4. Donc ça, c'est au niveau des distances. Plus on va vite, plus la distance va être courte, va être grande, pardon. C'est logique en fait, parce que plus tu vas vite, plus tu parcours une grande distance. Ah d'accord, c'est bon, j'ai compris. Et, et du coup, ensuite, la question B, c'est là, on va mesurer T1 et T2 à 10 nanosecondes plus tard. Donc ici, j'ai fait une représentation. On voit que lorsqu'on va tracer le trait, comme on a T1 et T2 qui ne sont pas mesurés au même moment, enfin, comme le premier point et le deuxième point ne sont pas mesurés au même moment, la longueur va être différente. En fait, ici, c'est comme si le premier point, on le mesure à un temps, et puis l'autre point, du coup, vu qu'il va se déplacer, quoi, vu que le référentiel en mouvement, donc il va se déplacer de racine de 3 sur 2 de la vitesse de la lumière. Donc en fait, ici, la longueur de la barre, ça va être la longueur qu'on a initialement mesurée, plus on veut savoir à quel point l'autre point s'est déplacé. Et donc ça, on va faire la formule D égale V sur T, là. Donc ça fait que la distance, c'est la vitesse fois le temps. Donc le temps, c'est T2 moins T1. Donc on sait que c'est 10 nanosecondes plus tard. Donc ça fait que T2 moins T1, ça fait 10 nanosecondes. Et du coup, la vitesse, c'est racine de 3 sur 2 fois la vitesse de la lumière, donc fois 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Et la différence de temps, c'est 1 fois 10 puissance moins 8 secondes. Hop, ok, voilà. Et du coup, ça fait qu'on obtient 3 fois 10 puissance 8 et 1 fois 10 puissance moins 8. Ça va s'annuler. Donc ça fait racine de 3 sur 2 fois 3 fois 1. Ça fait qu'on obtient ici 2,59 mètres. Donc en fait, c'est-à-dire qu'entre le temps où on a mesuré le premier point et le temps où on a mesuré le deuxième point, le deuxième point se sera déplacé de 2,59 mètres. Et donc, pour avoir la distance totale, il faut juste reprendre la première mesure, enfin le premier calcul, donc qui est à 4, donc ça fait 4 mètres, plus dans lequel on va ajouter 2,5. Ça fait qu'on a une distance totale de 6,59
59, c'est en mètres, il me semble. Ouais, mètres. En fait, c'est juste que bah, le point s'est déplacé, quoi. Alors que dans le premier cas, on a mesuré les deux points en même temps. Ensuite, pour l'exercice 5, il nous explique que lors d'un éclair, un électron libre va frapper l'atmosphère et acquérir une énergie cinétique de 1,2 mégaélectronvolts. Donc en fait ici, on a au début un électron qui a une énergie qui est égale à E0, qu'on note E0. Et puis à un état T2, cet électron va acquérir une énergie cinétique qui lui arrive, donc une énergie de 1,2 mégaélectronvolts. Et donc bah, son énergie totale, il suffit donc d'appliquer la formule. Donc nous, on veut E0. Pour avoir son énergie totale, il nous faut d'abord connaître E0. Puis on additionnera ça à 1,2 mégaélectronvolts. Donc ici, on va faire E égale mc2, la fameuse formule, sachant que la masse, c'est donné dans l'énoncé, la masse d'un électron elle vaut 0,51 mégaélectronvolts par c carré. Donc lorsqu'on va appliquer, on fait 0,51, sachant qu'on fait fois c carré, sauf qu'on sait qu'une masse, c'est 0,51 et on divise par c carré. Et donc en sachant ça, en sachant que l'énergie totale d'un électron, c'est E0, que je viens de vous donner là, plus 1,1 électronvolt, d'après vous, qu'est-ce que sera donc l'énergie totale? Donc 0,51 plus 1,2. C'est ça, exact. On fait juste une somme, 0,51 plus 1,2, ce qui fait 1,71 mégaélectronvolts. Ensuite, donc pour la question B, on veut la quantité de mouvement. Donc ici, on va réutiliser une autre formule qui est donnée dans votre cours, qui dit que E carré, donc d'un d'un objet au carré, est égale à sa quantité de mouvement P au carré fois la vitesse de la lumière fois c, plus son énergie à l'état initial. Donc ici, c'est cette formule qu'on va utiliser. Sachant que on connaît E, donc on vient de calculer, c'est 1,71 mégaélectronvolts. On connaît E0, c'est ce qu'on a calculé au-dessus, c'est 0,51 mégaélectronvolts. Et on connaît C, donc qui est 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc ici, je vais vous redemander comment on peut trouver P, sachant qu'on a tout, à partir de cette formule. Je vais demander à Aliette. Du coup, je dirais que c'est racine de E moins E0 divisé par C. Sachant qu'on nous, on veut P. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, on passe de l'autre côté et on fait la racine carrée, on divise par C. C'est ça, exact. Donc, du coup, on fait ça, on fait une différence entre ET et E0. Donc, c'est 1,71 au carré moins 0,51 au carré. On obtient 2,664. Et donc, on va diviser ça par C carré et on fait la racine carrée. On obtient donc 1,63 sur C. Sachant qu'ici, on peut laisser en sur C vu que nous, on veut juste une vitesse et diviser par c, ça ferait une valeur trop petite, donc c'est pas nécessaire. Ensuite, donc la question 5, qui nous demande, lors d'un éclair, un électron libre va frapper l'atmosphère et donc cet électron va obtenir une énergie cinétique de 1,2 mégaélectronvolts. Et quelle est son énergie totale? Donc ici, on va, on va réutiliser les deux formules et une nouvelle, qui dit donc on a d'une part B, enfin gamma pardon, c'est V sur C, on a gamma, donc non c'est bêta pardon qui est égal à V sur C, gamma c'est 1 sur racine de 1 moins bêta carré, donc ça c'est comme on a vu. Et puis, nous ce qu'on veut c'est on veut une énergie cinétique. Car en fait, là, on a une énergie cinétique donc qui arrive, et il faut prendre cette énergie cinétique et la transformer dans le référentiel de l'électron. Donc ici, on va utiliser la formule, donc qui est de T égale m0 c carré fois gamma moins 1. Donc à partir de cette formule, déjà on va d'une part chercher gamma, puis après ensuite on va trouver bêta, puis la vitesse. Donc qui pourrait me dire comment à partir de cette formule, on va trouver gamma? Oui c'est gamma, c'est ça.
sachant que c'est juste, on va passer de chaque côté gamma. Qui je vais demander? Bah, je vais demander à Nathan. Non, mais juste on passe le M0C carré de l'autre côté et on enlève 1. C'est ça. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Donc gamma, du coup, bah, c'est M0C carré, et on fait plus 1. Non, ouais, on divise T, on fait T divisé par M0C carré, et puis on va faire plus 1. Et sachant que M0C carré, bah, il nous faut la masse M0, et la masse M0, on sait que c'est 0,51 divisé par C carré. Donc ça nous permet de simplifier les C carrés, donc d'obtenir donc 1,2 divisé par 0,51 plus 1. Ça fait qu'on a un rapport donc de 3,35. Et donc, une fois qu'on a ce gamma qui égale à 3,35, on peut retrouver bêta. Et donc, c'est ce qu'on va faire à partir de gamma. Donc, on va refaire la même simplification qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on met gamma, on met le tout au carré pour enlever la racine. Et puis, on va juste appliquer, en fait, on va passer de chaque côté pour obtenir un total de V égale 0,95C. Donc, en fait, ici, c'est un peu comme ce qu'on a fait dans l'exercice d'avant, c'est juste que, comme on a une vitesse, il faut à chaque fois passer l'énergie cinétique en fait, dans le nouveau référentiel. Dans le référentiel qui est de l'électron, du coup. Donc pour l'exercice 6, alors ça, l'exercice 6, je vous avoue, c'est assez bizarre. Parce que lorsque j'ai vu la correction et j'ai étudié le cours, bah, il y a une formule qui est apparue comme ça, donc qui dit que lambda fois T égale 2,9 mm Kelvin. Et du coup, bah là, en fait, juste ce qu'on va faire, c'est, vu qu'on a lambda, on a T et on sait que leur multiplication vaut 2,9 mm Kelvin, donc T, bah, on sait que c'est 5000 Kelvin. Donc là, bah, il suffit juste de diviser 2,9 mm Kelvin par T et d'obtenir bah, lambda 0,00058 mm. Puis pareil, la question B vous demande d'obtenir la valeur d'intensité de rayonnement. Ici, encore une fois, cette formule, j'espère que vous l'avez vue, qui dit que I égale la constante de Stéphane fois T4. C'est juste une formule, quoi. Vous prenez I, vous prenez la constante de Stéphane, vous multipliez ça par T4. La température, bah, on sait que c'est 5000. Donc lorsqu'on applique, on trouve 3,56 fois 10 puissance 4. Voilà, j'ai pas vraiment d'explication à vous donner là-dessus, c'est juste des formules que vous devez apprendre. Ok, maintenant on va passer à l'exercice 7. Donc dans une expérience d'effet Compton, on a un électron qui est au repos et qui lui va être éjecté avec une énergie cinétique de 0,3 MeV sous l'action d'un rayon d'un photon qui est de 0,8 MeV d'énergie. Donc si on faisait une représentation, ça fait qu'on a un électron qui a qui a une énergie de E0, et puis il y a un photon qui va venir sur lui. Le photon, il va donner une part de son énergie à l'électron. Du coup, l'électron va être éjecté. Et donc l'électron va être éjecté et son énergie, donc c'est E0 qui était son énergie initiale, plus 0,3. Et puis, donc c'est-à-dire que le photon, en fait, il va perdre une partie de son énergie du coup. Et donc nous, bah, c'est ce qu'on va chercher. C'est cette énergie-là que je vais appeler l'énergie du photon phi, donc phi prime, que j'ai appelé. Et donc, bah, vous savez que les énergies, il n'y en a pas qui va disparaître. Donc l'énergie, donc la somme de l'énergie E0 de l'électron plus l'énergie initiale du photon, que j'ai appelé, qui sont appelés E photon plus E0 électron, vont être les mêmes que l'énergie phi prime du photon et l'énergie à l'état d'après de l'électron. C'est-à-dire que, bah, en fait, il y a juste eu 0,3 MeV qui sont passés d'un côté à l'autre. Et donc là, bah, pour avoir l'énergie du photon, on sait, elle est donnée que c'est de 0,8 MeV. L'énergie E0 de l'électron, bah ici on va réutiliser la formule de E égale mc2. Donc qui fait 0,51 fois c carré du coup. Et la masse, on sait que c'est 0,51 divisé par c carré.
En fait, c'est une formule, c'est dans l'énoncé, que l'unité, il faut bien penser à prendre l'unité, car ici, elle permet donc de dégager les C carrés, en fait. De prendre le fait que la masse d'un électron, ça soit 0,51 mégaélectronvolts par C carré. Et donc, bah là, on cherche Eφ' et on sait que l'énergie de l'électron à l'état 2, donc ça va être 0,3 plus les 0,51, donc ils sont E0, ils sont ici. Mais du coup, il suffit juste de passer Φ', il suffit de séparer les inconnus à gauche. Donc ça fait qu'on fait, pour trouver donc l'énergie à l'état 2 du photon, bah du coup on fait 0,8 plus 0,51, que les C carrés s'annulent, moins, et là on va faire la somme de ces deux, donc ce qui fait 0,81, et 0,8 moins 0,51 moins 0,81, ça fait 0,5 mégaélectronvolts. Et donc ça c'est l'énergie, et maintenant on va savoir la longueur d'onde. Pour avoir la longueur d'onde, on va utiliser une formule qui dit que E égale à h mu. Et ici, nu c'est une fréquence en fait. Donc, donc là, la fréquence, on veut une longueur d'onde. Et donc pour passer d'une fréquence à une longueur d'onde, donc il faut penser aux unités. Parce qu'une fréquence, son unité c'est en mètres, c'est en seconde moins 1, donc c'est en par seconde. Et donc comment on peut obtenir un par seconde? Bah, il suffit juste de prendre une vitesse, donc qui est en mètres par seconde, et de diviser ça par des mètres. Les mètres vont s'annuler, on se retrouve avec des par seconde. Et donc ici, bah, le fait de passer de mu à c sur lambda, donc lambda, ça nous permet d'obtenir une longueur d'onde. On va faire juste lambda égale hc divisé par e. Donc h, c'est une constante, c'est 6,62 fois 10 puissance moins 34 joules seconde. Donc on a des joules seconde. On multiplie ça par 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc ici on a des par seconde. Donc les mètres, donc les secondes, pardon, vont s'annuler, vu qu'on a des joules fois seconde, et ici on a des mètres par seconde, donc les, les secondes vont s'annuler. On divise ça par E. Donc E c'est 0,5 fois 10 puissance 6. Sachant que nous, ce qu'on veut, bah c'est... nous on veut des mètres en fait. Sauf que là on a des joules en haut. Et les mégaélectronvolts c'est des joules. Pardon, un mégaélectronvolt, ça n'a pas vraiment d'unité. Donc nous, ce qu'on veut en fait, c'est passer ça en joules, pour pouvoir dégager les joules, ne conserver que les mètres. Et donc ça tombe bien. Dans le cours, c'est dit que, enfin dans le sujet, c'est dit que 1 électronvolt, c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. Et donc c'est pour ça qu'on va multiplier l'énergie par 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. Du coup, enfin ouais c'est ça, joules. Du coup ça nous permet d'obtenir en bas des joules. Les joules ils vont s'annuler, les secondes s'annulent, il reste que des mètres. Et donc on obtient une longueur d'onde de 24,8 fois 10 puissance moins 13 mètres. Si on ne faisait pas la division ici par la multiplication en bas, donc c'est comme division par 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules, l'unité ça aurait été des joules par électronvolt. Donc, non, même pas. Si c'est ça, des joules par électronvolt. Des joules mètres par électronvolt. Enfin, et les électronvolts c'est pas vraiment une unité, donc ça aurait fait juste des joules mètres en fait. Du coup, ensuite, on veut l'angle. Donc ici, ça, il y a une formule aussi, je suis pas pareil. Ça, je sais pas si vous l'avez vu dans le cours. En fait, elle représente le fait que l'électron, enfin le photon, pardon, il va venir cogner, euh, le photon va venir cogner l'électron, et puis il va repartir. Donc supposons, donc il a une longueur d'onde initiale, et puis il aura une longueur d'onde finale, et il sera décalé d'un angle θ. Du coup, ici, ce qu'on veut, c'est l'angle de diffraction. Donc nous, on veut lambda i pour appliquer cette formule. Sachant que lambda f, en fait, on l'a eu juste avant. C'était l'énergie finale. Et donc lambda f, donc lambda f, c'était ce qu'on avait calculé juste avant, en prenant E égale 0,5, donc qui était l'énergie finale.
Et donc ici, on va refaire le même calcul, en prenant cette fois l'énergie initiale de l'électron. Non, pardon, du photon. L'énergie initiale du photon, c'est juste 0,8, c'est donné au-dessus. Et donc, lorsqu'on va appliquer ça, on va faire lambda i, pareil. Lambda i, c'est hc sur e, puisque e, c'est égal à hc sur lambda. Donc ici, lambda i, donc c'est hc sur e. H, pareil, on reprend 6,62 fois 10 puissance moins 34 joules seconde. On multiplie ça par la vitesse de la lumière, donc 3 fois 10 puissance 8. Puis on va diviser donc par l'énergie. Donc ici, c'est l'énergie du photon. Donc c'est 0,8 fois 10 puissance 6. Et encore une fois, on passe ça en joules, donc en multipliant par 1,6 fois 10 puissance moins 19. Ça nous permet donc d'avoir la longueur d'onde du photon lorsqu'il arrive. Puis maintenant, on veut l'angle. Du coup là, ce qu'on va faire, c'est juste reprendre la formule donc, qui est donnée, qui est lambda f moins lambda i égale h m0 sur c fois 1 moins cos. Du coup, en fait, cette formule, qu'est-ce qu'elle nous dit? En fait, si on simplifie ça, on a lambda f, on va appeler L, on a LF, moins donc LI qui va être égal à H divisé par MC. Et donc c'est 1 moins cos, et on va l'appeler, on va appeler quoi? Cos t, ok, cos t. Et donc ça, ça fait que LF moins LI égale à HC, c'est ça, H divisé par MC, moins H divisé par MC fois cos. Et donc en fait, là, d'après ce qu'on voit, c'est que LF, donc L, lambda final, qui est égal à H sur MC, moins, et que lambda initial serait égal à H sur MC fois cos θ, du coup. Mais ça, c'est... Enfin, je vois pas comment vous auriez pu y penser, pour le coup, sans l'avoir vu quelque part. Donc je vous avoue, pour ça, c'est bizarre un peu votre contrôle. Du coup, fallait juste appliquer en fait, mais je vois pas du tout comment vous aurez pu faire. Du coup, là, il faut juste appliquer. On a lambda f qui était calculé au-dessus, qui était 24,825 fois 10 puissance moins 13, qu'on réapplique là. Lambda i, c'est 15,51 fois 10 puissance moins 13. On a la constante, donc h. On a la célérité c. On divise par la masse, encore une fois, m0. On passe encore une fois en joules pour obtenir des mètres, et on fait 1 moins cos θ. On passe tout ça, donc tout ce résultat, on va le passer de l'autre côté. Du coup, ça fait qu'on a... ça fait 9. La situation, ça fait 9. Donc 9,31 fois 10 puissance moins 13. On va diviser ça par 24,33 fois 10 puissance moins 13, donc qui est le résultat de cette partie. Ça fait qu'on obtient 0,38. 0,38, c'est 1 moins cos θ. Cos θ, 0,62. Pour avoir θ, on fait arc cos de 0,62. On trouve 51,68 degrés. Et donc maintenant, on va passer à la dernière question, qui est une feuille noire d'argent illuminée par une lumière ultraviolette. Et donc cette lumière, elle a 240, elle a une longueur d'onde de 240 nanomètres. Et puis ils nous disent aussi que le travail d'extraction donc de l'argent est de 1,2 électronvolts. Donc ça veut dire que si vous voulez enlever donc de cette plaque d'aluminium, de ce plaque d'argent, pardon, vous voulez enlever un atome, vous devez donner à cet atome une force de 1,2 électronvolts. Donc ici, première question, donner en électronvolts l'énergie de la lumière ultraviolette. L'énergie de la lumière, E égale à H mu, pardon. Ça fait Hc sur lambda, comme on a vu plus haut. Donc on fait H, pareil, 6,62 fois 10 puissance moins 34, fois C, 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde, lambda. Du coup, ça fait que lambda, c'est ça, ça fait 240 nanomètres. Et nous, qu'est-ce qu'on veut? Nous, on veut des joules.
pour pouvoir simplifier par le H qui est en joules secondes. Ça fait que on obtient à la fin 5,17 électronvolts. Donc ça, c'est bien l'énergie du photon. Et ici, je vous ai fait une équation des valeurs. Donc on a H qui est en joules secondes. On multiplie ça par des mètres par seconde. Donc les mètres par seconde, encore une fois. Oups. Oula. Non, c'est ici. Voilà, les mètres par seconde. Donc les secondes, elles vont se dégager entre elles. On a des mètres qui s'éliminent. Et nous, comme là, on va en électronvolts, et un électronvolt, c'est pas vraiment une unité. Ça n'a pas vraiment de valeur, quoi. On veut simplifier les joules. Donc sachant qu'on a des joules en haut, on est obligé de multiplier, on est obligé d'obtenir des joules en bas. Donc c'est pour ça qu'on fait fois 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules pour passer le restant en joules. Et donc, peut-on avoir un effet photoélectrique? Bah oui, on peut en obtenir un, parce que on va donner, donc à un atome, on va donner une énergie de 5,17 électronvolts, et sachant que pour l'extraire, il a besoin d'une énergie de 1,2 électronvolts. Donc s'il a une énergie plus grande que celle qui est nécessaire, forcément il peut l'utiliser. Et donc l'effet photoélectrique peut avoir lieu. Maintenant, trouver la vitesse maximale. Ici, je vous ai fait un petit dessin. Donc on sait que on a une énergie E qui va être donnée à l'électron. Et puis cette énergie va sortir, vu qu'on aura un effet photoélectrique. Et donc, c'est l'électron du coup qui va être éjecté. Il aura une énergie cinétique, donc qui est l'énergie apportée moins l'énergie dont il a eu besoin pour sortir. Et donc si on représente ça, ça fait qu'on a T plus phi étant le travail d'extraction. Donc on a, hop, c'est où? C'est là, voilà. On fait T plus phi égale à l'énergie initiale. L'énergie initiale, on peut la noter H mu. Ou peu importe, c'est l'énergie initiale, c'était ce qu'on avait calculé juste avant. On avait calculé H mu, c'est 5,17. Du coup, ça fait qu'on a T égale à l'énergie apportée moins l'énergie dont il a besoin pour s'échapper. Donc son énergie restante, en fait, c'est H nu moins son travail d'extraction, donc qui est 1,2. Donc ça fait qu'on obtient l'énergie cinétique T est de 3,97. Et on sait que l'énergie cinétique, ça peut être, c'est une formule, donc 1/2 de mv carré. Et donc lorsqu'on va appliquer cette énergie, enfin ce calcul, on obtient 1/2 de mv carré égale à la différence de 5,17 et 1,2, donc qui est 3,97. Donc encore une fois, si on applique ça, du coup m c'est 0,51 mégaélectronvolts divisé par c carré, fois la vitesse au carré de l'électron, la vitesse est ce qu'on veut. Donc on va juste appliquer ça, ça fait qu'on obtient v carré c'est 3,97 fois 3 fois 10 puissance 8 au carré, vu que une masse c'est bien 0,51 mégaélectronvolts divisé par c carré, faut pas oublier le c carré. Donc on va passer ça de l'autre côté en multipliant. Puis du coup on va diviser par 0,51 fois 10 puissance 6, parce que ouais c'est ça, c'est méga. Et méga, c'est 10 puissance 6. Car ici, on avait... Donc en fait, on va passer des mégaélectronvolts en électronvolts. Et du coup, ça fait que lorsqu'on va appliquer ce calcul, on obtient 140 fois 10 puissance 10 mètres par seconde. Et donc, V c'est... On fait juste la racine carrée de ça, on obtient 11,83 fois 10 puissance 5 mètres par seconde. Donc ça, c'est la vitesse du photon. Maintenant, pour obtenir le potentiel d'arrêt, on sait que l'énergie E d'un objet, c'est la... Ensuite, donc l'exercice 2, il demande un vaisseau spatial de longueur 40 mètres au repos paraît avoir une longueur de 20 mètres une fois en mouvement. Quelle est sa vitesse? Ici, il faut bien comprendre que lorsque on a une distance dans un mouvement, dans un référentiel qui bouge, en fait, la distance, elle va pas forcément être la même. On a donc une formule qui est donnée dans le cours qui est L, donc la longueur dans le nouveau référentiel, c'est égal à L0, donc qui est la longueur dans le référentiel immobile, divisé par gamma. En fait, gamma, c'est juste
une constante qui dit à quel point, quand on se compare un objet dans deux référentiels différents, à quel point les référentiels sont différents. Et donc le calcul de gamma, c'est 1 sur racine de 1 moins bêta au carré. Et bêta, c'est le rapport de la vitesse par rapport à la vitesse de la lumière. En fait, c'est juste à quel point un objet est proche, à quel point la vitesse d'un objet est proche de celle de la lumière. Et donc ici, on va se servir de la formule L égale L0 sur gamma. On va juste l'appliquer en fait. Avec L, donc c'est ce qu'on cherche. Non, pardon, L, on l'a. L et L0, on les a. Donc L, c'est 40. Non, c'est 20, pardon. Et c'est ça, L, c'est 20. Et L0, donc c'est 40. Car on sait que... Oula. On sait que dans L0, donc il a une longueur de 40, et que dans le nouveau référentiel, il a une longueur de 20. Et nous, ce qu'on veut, donc, c'est sa vitesse. Donc pour ça, on va chercher gamma. On va faire L égale L0 sur gamma, donc gamma égale L0 sur L. Donc gamma égale L0, c'est 40, sur L, c'est 20. Et puis, donc une fois qu'on a gamma égale à 2, on peut réutiliser la formule de gamma, donc qui est gamma égale 1 sur racine de 1 moins bêta carré. Et là, nous, ce qu'on veut, on cherche bêta. Et donc pour ça, bah, déjà, il faut supprimer la racine carrée. Donc on met tout au carré. Donc en faisant gamma carré égale 1 sur 1 moins bêta carré. Ensuite, on sait que gamma, c'est 2. Donc gamma au carré, ça fait 4, forcément. Puis, on va multiplier partout par 1 moins bêta carré. Du coup, ça fait qu'on obtient, et on va diviser par 4, pardon, de chaque côté. Donc ça fait qu'on a 1 moins bêta au carré, c'est ici à ce niveau-là, on fait 1 moins bêta carré, égale 1 quart. Donc ça fait que bêta carré, c'est la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle. Et là, ils nous disent le potentiel d'arrêt. Donc c'est à l'arrêt, l'énergie cinétique d'un objet va être nulle. Donc son énergie E va être son énergie potentielle. Son énergie potentielle, ça va être, on va l'appeler EP. Et puis on sait que, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une perte d'énergie qui est sous forme de travail. Donc on a l'énergie à la fin qui est de 3,97 électronvolts. Et donc comme on n'a plus d'énergie cinétique, tout est en énergie potentielle. Donc c'est-à-dire que l'énergie potentielle de l'objet est de 3,97 électronvolts. Et puis, il y a une formule qui nous permet de passer d'une énergie potentielle à un potentiel. Donc cette formule, c'est EP, c'est E fois V. Donc ici, V, c'est le potentiel d'arrêt. Donc l'énergie potentielle, c'est E fois potentiel d'arrêt. Avec E, c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Ça, c'est donné dans votre énoncé. Et vers L, le potentiel d'arrêt. Donc bah, lorsqu'on va juste appliquer le potentiel d'arrêt qui est en joules par seconde, c'est EP divisé par C, joules par seconde. On obtient, on fait 3,97 fois 1,6 fois 10 puissance moins 19 pour passer en joules. Donc le 1,6 fois 10 puissance moins 19, c'est encore une fois pour passer en joules. Et on divise ça par 1,6 fois 10 puissance moins 19. Et donc bah, les 1,6 fois 10 puissance moins 19, ils vont simplifier. Ça fait qu'on obtient juste 3,97 volts. Bah, du coup, joule par coulomb. Et bah du coup, voilà, on a fait votre DE. Si vous avez... J'ai peut-être été un peu vite, je sais pas. Si vous avez des questions, des points que vous voulez qu'on revoie, puis même sur le cours. J'ai mis ici, pour moi, ce qui me paraît le important. Donc bah, je vais vous faire la liste. Donc déjà, toutes les formules de Newton, pour moi, sont importantes avec, après, donc F égale à ma. Donc qui dit que la somme des forces, enfin que un objet, donc sa force, c'est sa masse fois son accélération. Ensuite, il y a la seconde loi de Newton qui dit que lorsqu'un objet est au repos, sa somme des forces va être égale à 0. Donc ça peut être, si elle est déjà un mouvement, ça veut dire que c'est un mouvement rectiligne uniforme, en fait, elle va juste bouger de manière constante. Et puis, la somme des forces égale à ma. Ça, bah, c'est une formule de Newton aussi qui, je pense, est assez importante. C'est pour savoir si on a un objet, donc quelles sont ses forces et comment les trouver, quoi.
Et puis la troisième loi de Newton qui dit que la force sur un objet égale à moins la force qu'exerce un objet sur un autre, c'est moins la force qu'exerce un autre objet sur cet objet. Et puis, on peut appliquer ça à une loi d'interaction gravitationnelle. Ça, je pense pas qu'il y aura, ça sera demandé. Égale à G, F, la force, donc c'est G fois M1 fois M2. Donc M1 qui est la masse de l'objet, M2 qui est la masse d'un autre objet sur la distance au carré. Ensuite, donc ça, c'est les coordonnées de Lorentz. Donc ça, c'est ce qu'on a vu dans les premiers exercices. Donc il faut bien voir que lorsqu'un objet est dans un référentiel, toutes les coordonnées vont être modifiées dans le nouveau référentiel. Donc c'est les coordonnées de Lorentz. Toutes ces coordonnées vont être différentes. Donc pour moi, ces deux formules-là, donc bêta égale B sur C et gamma, sont plutôt importantes, vu qu'on les a utilisées tout le temps. Et puis ces formules aussi. Il n'y a pas besoin de savoir la démonstration, je pense, mais il faut bien savoir passer de S1 de S à S', et donc de S' à S, donc les deux référentiels, en fonction de ce qu'on a. Puis ça, c'est juste, ça c'est moins important. Ça, je pense, c'est quoi ces formules? Ça, du coup, c'est les mêmes formules pour obtenir les coordonnées, pour transformer une coordonnée à une autre, en fonction de si on a x ou pas. Mais bon, ça ne sera pas demandé. Ça, c'est d'autres formules qui ne sont pas utiles, je pense. Mais on peut quand même refaire la démonstration. Donc en relativité, il nous dit ici que il nous demande pourquoi on a F égale mv carré sur R. Donc ici, pour démontrer cette formule, on peut utiliser les lois de Newton. Donc il nous dit que F égale à ma. Ici, A, c'est quoi en fait? A, c'est une accélération. Une accélération, c'est en mètres par seconde au carré. Donc c'est comme si on avait une vitesse et on divisait ça par un temps. En fait, c'est comme quand on fait la vitesse, c'est la distance sur le temps. Ici, l'accélération. Non. Non, la vitesse, c'est la distance sur le temps, c'est ça. Et donc l'accélération, c'est la vitesse sur le temps. Donc ça fait qu'on a F égale mv sur t. Et donc encore une fois là, comment on peut obtenir v carré sur r? Ici c'est t qu'on va transformer. On sait que, comme je vous l'ai dit, la vitesse est la distance sur le temps. Donc le temps, c'est la distance sur la vitesse. Donc 1 sur t, ça fait v, c'est la vitesse sur la distance. Et donc lorsqu'on va appliquer ce t là, ce 1 sur t, à la formule de mv sur t, ça fait qu'on aura v carré au-dessus et d en bas. Donc ça fait mv carré sur d avec la distance, donc r. Donc ce qui prouve bien la formule que f égale mv carré sur r. C'est si jamais vous voulez savoir la démonstration. Donc là, cette formule dit que la distance, pareil, va varier en fonction de... comme je vous avais dit, donc toutes les valeurs, en fait, vont changer en fonction du référentiel dans lequel elles sont. X et Y ne seront pas... X, Y, Z et la distance ne seront pas les mêmes. Et puis là, je vais juste revenir avec vous sur l'exercice 4. En fait, nous, il y avait deux manières de le faire. Mais cette manière, je pense, ça va juste vous embrouiller. Mais c'est juste qu'initialement, on peut la trouver directement en appliquant les formules. Mais bon, ça risque de vous embrouiller, mais je peux quand même vous la montrer si jamais ça vous intéresse. Et du coup, ici, pour trouver donc, la longueur de la barre, comme on avait fait au début, on peut appliquer les formules de Lorentz, en fait. Et les formules de Lorentz, ça serait juste les nouvelles coordonnées qui vont changer. Sachant que nous, ce qu'on voulait dans notre cas, c'était x1 et x2. En partant de x'1, x'2. Et donc on pourrait se dire que on veut utiliser ces formules-là. Donc en cherchant directement la nouvelle coordonnée, c'est gamma fois l'ancienne coordonnée plus v fois t'. Sauf qu'on n'a pas la nouvelle vitesse. On n'a pas la vitesse dans le référentiel qu'on veut. Donc ce qu'on utiliserait, ça serait x. Donc ce qu'on utiliserait, ça serait la formule de x', donc avec gamma x moins u fois t. Et puis pour trouver, du coup, x', avec gamma, ça serait x' égale x moins ut sur racine de 1 moins b carré. Et comme c'est u qu'on veut, on passerait u de l'autre côté. Hop, non, pardon. Comme ça. C'est pas important, c'est juste une façon de faire. On passerait u de l'autre côté.
Donc comme ce qu'on a fait ici, voilà. Pour avoir x', ben, on passerait de l'autre côté et on diviserait par 1 sur racine de... Enfin, on multiplierait par 1 sur racine de 1 moins bêta carré. Mais ça va... C'est plus une méthode bourrine pour le faire. Mais je trouve ça plus simple et plus compréhensible de le faire par le calcul de L égale... Hop, c'était où? Question 4. L égale L0 sur gamma. Il faut bien comprendre que toutes les distances, toutes les valeurs, tout ça, lorsqu'on les passe d'un référentiel à un autre, elles changent.